En ce moment, puis j'espère démocratiser les modèles d'affaires puis démocratiser le Business Model Canvas. Je suis tellement content qu'on l'enseigne à l'université depuis 5-6 ans déjà, mais d'essayer de convaincre la génération d'avant de tu le connais pas, ton modèle d'affaires. En toute politesse, tu connais ta business, parfait, je la connaîtrai jamais autant que toi, mais tu connais pas ton modèle d'affaires. Non. Quand tu regardes l'agroalimentaire de façon générale, ils vont investir entre 3 et 4 % de leur chiffre d'affaires en marketing. Red Bull investit, comme les compagnies cosmétiques dans son marketing, c'est du 30% de leur chiffre d'affaires en marketing. Donc. Arnaud Petit, bienvenue sur le Startup Podcast. Tu es associé et vice-président à la stratégie chez Logian. Tu es aussi animateur de ton propre podcast, Modèle d'affaires, disponible sur Spotify, Apple et compagnie. Et Apple et compagnie. Donc, bref, voilà. Puis, tu enseignes aussi au MBA à l'université. Tu fais plein d'affaires, dans le fond. Puis aujourd'hui, tu es ici principalement pour nous parler des modèles d'affaires. Donc, tout d'abord, merci d'être ici. Puis, j'aimerais que tu nous parles un peu de l'importance des modèles d'affaires dans le monde entrepreneurial. Absolument. D'emblée, merci de me recevoir. Là, je le disais hors ligne, mais vous avez un très bon podcast. Puis j'ai eu la chance d'écouter, en fait, celui avec Juliette Brun et avec Alain Champagne, qui sont vraiment des épisodes percutants. Là, si jamais les gens ne l'ont pas écouté, je recommande de l'écouter. Ah, merci. Oui, modèle d'affaires, en fait, c'est important pour des organisations. Puis en fait, moi, j'ai réalisé que les gens ne connaissent pas leur modèle d'affaires. Ou quand tu dis, connais-tu ton modèle d'affaires, tout le monde dit, ouais, je sais comment je fais de l'argent. Donc, la discussion, elle finit là. Puis avant, c'était ça aussi, la mentalité de modèle d'affaires, c'était de dire, si je sais à peu près comment je gagne mon argent, puis c'est qui mes clients, puis quand nous, comme comité exécutif ou comme gestionnaire, on se comprend, la job est faite, puis il n'y a plus de travail à faire là, alors qu'il y a beaucoup de choses qui sont sorties dans les 15-20 dernières années par rapport à ça, puis c'est surtout à ça que je me suis intéressé, en fait. C'est vraiment intéressant. C'est quoi la différence entre un plan d'affaires puis un modèle d'affaires? C'est une excellente question, puis c'est quelque chose qu'on démystifie habituellement rapidement quand on enseigne, je pense dans le premier cours ou même dans la première demi-heure. Un plan d'affaires, ça va être un document que tu vas présenter à un banquier. Après ça, tu vas le mettre sur une tablette puis tu ne l'utiliseras jamais. Non. Techniquement, un modèle d'affaires, ça rentre sur une page. Puis si vous avez entendu parler du Business Model Canvas, le Canva modèle d'affaires, je pense en français, c'est précisément cet outil-là qui a comme tracé les grandes lignes de la philosophie de modèle d'affaires aujourd'hui, mais dire techniquement, ton entreprise, ton organisation devrait rentrer dans ces 9 grands blocs-là. Tu devrais pouvoir le mettre sur un mur. Puis j'ai même des clients, ils ont un war room là, où ils mettent le Business Model Canvas au mur, puis ils vont coller des post-it, puis ils testent des hypothèses, ils décollent des post-it, puis ils recommencent. Donc, c'est un petit peu ça le mindset. Alors qu'un plan d'affaires, une fois que tu l'as écrit, c'est difficile de dire « Oh, je viens de valider quelque chose avec un client précis, je vais aller dans mon document, changer la page 3, après ça, je vais aller à la page 7, changer la page 7. Est-ce que c'est encore cohérent? Non. » Donc, une fois que tu l'as écrit, pour ton banquier, là, pour vrai, je ne sais même plus c'est qui la cible de ça, ça ne sert plus à grand-chose, un plan d'affaires. De mon humble opinion, à ce stade-ci. C'est pour ça qu'on pousse les gens, surtout en entrepreneuriat, à travailler avec leur modèle d'affaires plutôt. Mais en fait, c'est complexe, un plan d'affaires. Te souviens-tu le gros document EVA, le financement qu'il fallait que je remplisse de genre 30 pages, là? J'étais découragée. Que tu m'as fait remplir? Oui! Moi, ça me faisait pleurer. J'étais comme, mais j'ai une business, ça marche, on est heureux, le Forex, c'est beau. Puis j'étais comme, qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Puis là, en tout cas, ça m'avait fait angoisser. Puis des fois, je l'envoie à des gens, là, tu sais, qui me posent la question, mais il lit-tu vraiment 30 pages, là? Tu sais, comme tu dis, c'est le fun, quelque chose de concis, clair, net et précis, là. Fais un sommaire exécutif qui est comme un elevator pitch de tout ce qu'il y a après, puis habituellement, si ça c'est bon, ils vont peut-être aller chercher de l'information ailleurs, mais... Mais vraiment, puis tu sais, t'as parlé du Business Model Canva que je viens tout juste de voir dans mon cours. Puis justement, j'ai découvert davantage, puis je trouve que ça, c'est... Parce que tu sais quoi? Ben, je suis un peu là-dedans, mais par moi-même. Fait que j'imagine que tu regardes comment tu fais des sous, la philosophie doit embarquer là-dedans, le brand, tu sais, ça doit englober. Je suis en train de montrer à Camille. Je montre à Camille sur mon ordinateur. Aucune idée c'est quoi, là. Ça ressemble vraiment à ça, là. Fait que comme Arnaud l'a dit, c'est vraiment un graphique de genre 9 blocs. Puis pour ceux qui écoutent, on va mettre des supports visuels aussi, là. Mais c'est un graphique de 9 blocs, puis là, tu divises un peu certaines sphères de ton entreprise. Fait que tu sais, ton segment client, whatever, ta valeur ajoutée, tout ça. Ta proposition de valeur, en fait. Fait que tu sais, ça aussi, finalement, c'est quelque chose que tu peux présenter. C'est une page, j'imagine, là, que tu sais, c'est un... Après ça, tu peux l'expliquer en plusieurs pages. Ben oui, mais a priori, c'est supposé de rentrer dans une page. C'était ça la philosophie derrière ce modèle-là quand les gens l'ont créé. Les gens qui l'ont créé, Ouais, non, vraiment, c'est en ce cas. Fait que, mais toi, t'as-tu déjà, justement, je suis juste curieuse de savoir, avant de plonger plus dans le vif du sujet, en ce moment, c'est quoi clairement ton modèle d'affaires? Bien, je pense que oui, en partie. T'sais, moi, j'ai un salon de coiffure de travailleurs salariés.
puis j'ai un plan de carrière d'avenir, puis après ça, j'ai un why, mission, vision. Mais tu sais, il manque quelque chose de clair. Puis en ce moment, je vois que ça ne fonctionne pas tant bien au niveau des finances versus ce que je veux créer. Fait que là, c'est comment rallier ça ensemble que j'essaye de trouver. Fait que pour te donner une idée, ça fait 1 mois que je parle 1 à 2 fois semaine avec des propriétaires de salons qui m'expliquent comment eux fonctionnent dans leurs entreprises. Fait que tant au niveau financier qu'avec les employés, qu'avec leur clientèle, qu'avec tout le monde, je suis rendue à ma 7e entrevue, puis je fais ça en privé, là, puis ils me partagent tout, là. Ils ouvrent leur livre, puis est-ce que le propriétaire travaille dans l'entreprise ou pas? Mais moi, je considère que ce que je fais là, c'est une étude de marché pour bâtir un modèle d'affaires. Mais après ça, je sais pas encore où est-ce que je m'enligne. Honnêtement, là, j'ai plusieurs pistes. J'ai des tableaux Excel nowhere. Je suis vraiment en d'emblée, je dirais que tu as un super bon processus de départ, là, de faire ces découvertes-là. Il y en a qui prennent pour acquis que l'idée qu'ils ont, c'est la bonne, puis ils vont jamais vraiment le valider. Alors, tu as un super bon déjà point de départ entrepreneurial d'aller vérifier ce qui se fait ailleurs. Ça, c'est vraiment, vraiment une bonne approche. Là. Mais en fait, ce à quoi ce canevas-là sert, c'est qu'en ce moment, tu viens de le dire, là, je suis comme à mi-chemin dans des fichiers Excel, je ne sais pas comment, l'information, comment tu la structures après. C'est ça qui devient difficile pour comment ça va m'aider à prendre des décisions alors que ce canevas-là est structuré pour ça. Tout devient assez clair. C'est comme si tu avais un portrait, un tableau devant toi. Oh, OK, là, je vois le bigger picture de où mon entreprise est aujourd'hui, puis où elle peut aller demain, puis c'est quoi les faiblesses, les opportunités, tout ça. Oui, peux-tu utiliser ça en RH, mettons? Ou c'est pour toi, là? C'est comme ton... Ben, c'est sûr que quand tu le regardes comme ça, les RH vont être une partie du canevas. Là. On va le retrouver dans les ressources clés. Là. J'aime pas le mot ressources pour parler RH. En fait, j'ai le mot ressources humaines. Là. C'est parler des experts, des collègues avec qui on travaille. Cela dit, oui, ça rentre là-dedans. Mais il y en a qui ont utilisé ce canevas-là pour parler de leur marque employeur, par exemple. Et au lieu de parler d'un client cible, tu vas parler d'un employé cible. Mais la philosophie est la même. Comment tu vas lui proposer ta marque? Qu'est-ce que tu vas lui offrir comme avantage d'employé, comment tu vas communiquer avec lui, via quel canal, qu'est-ce que ça va donner comme type d'indicateur de performance. Donc, toutes ces réflexions-là rentrent aussi dans ce canevas-là, assez bien même. OK. Fait que je pense que je connais bien mon modèle d'affaires, puis qu'actuellement, si tu me sors ça, je serais capable de t'écrire dans les catégories grosso modo. On va faire l'exercice après. Ouais, c'est ça. C'est clair que je t'envoie un canevas pour le faire, justement. C'est sûr que je veux l'essayer, là. Puis là, justement, commençons par le début. C'est quoi les premières démarches pour une entreprise qui veut définir son modèle d'affaires? Puis peut-être même, en fait... Oui, exactement. Ben, c'est une bonne question. Puis le point de départ, puis la prémisse de départ que moi j'ai, c'est qu'il n'y a pas un seul modèle d'affaires. Puis c'est pas vrai qu'une organisation a un seul modèle d'affaires. En fait, la majorité des PME avec qui que je vais accompagner ou j'ai accompagné dans les 10 dernières années, 5 à 8 modèles d'affaires habituellement. Et la prétention que j'avais, c'est je vais faire un atelier de 3 heures avec vous autres, puis en 3 heures, je vais être capable de sortir de là avec votre portfolio de modèles d'affaires. Donc, pour moi, le point de départ, ça a toujours été ça, d'asseoir les gens autour, des gens qui sont dans une position de bien connaître l'organisation, de les asseoir dans la même salle. Souvent, c'est 5-6 personnes. Tu as quelqu'un au RH, au management, des opérations, finances, comptabilité, tu as le présidente qui est là. Et à la fin de cet atelier-là, c'est d'avoir le portrait complet. Donc, on a fait le tour du Business Model Canvas. Parce que je vais être capable de faire un portfolio de modèles d'affaires pour dire, en ce moment, vous en avez 6, 8. Puis ça met une perspective qui est totalement différente. Puis souvent, ce que je me fais dire, c'est hey Arnaud, c'est impossible qu'en 3 heures, tu comprennes notre business, c'est beaucoup trop complexe. C'est pas complexe. Ce qui est complexe, c'est la façon dont vous utilisez les 5 à 8 modèles d'affaires ensemble qui rend votre business complexe, mais c'est ce qui rend votre business unique aussi. Et ce que j'ai vu avec des startups, puis on pourra parler peut-être des PME qui existent depuis longtemps après, c'est que d'un côté, tu as des startups, tu as des visionnaires, puis ils s'excitent. Puis là, ils partent dans toutes les directions, ils veulent tester toutes sortes d'hypothèses en même temps, puis sans le savoir, ils mettent le pied dans 7, 8 modèles d'affaires différents alors qu'ils n'ont pas la structure, ils n'ont pas le staff en interne pour le soutenir. Puis de l'autre côté, tu as des PME qui, eux, roulent avec le même modèle d'affaires depuis 40 ans. Puis là, ça commence à s'essouffler, leur chiffre d'affaires diminue, ils ont moins d'engagement de leurs employés, de leurs clients. Puis qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Puis c'est comme si le marché avait changé autour de eux, puis eux, ils n'ont jamais ajusté leur modèle d'affaires ou leur multitude de modèles d'affaires. C'est un peu ce que je ressens en coiffure, moi, la deuxième option. C'est comme, on a toujours fait la même chose, la roue qui tourne, puis tout le monde a l'air de vivre la même chose. Mais à un moment donné, il y a de quoi dans d'autres industries qui a changé. Fait que c'est comme de chercher un peu... Ben, puis par rapport à ce point-là, ton réflexe, là, c'est de dire, j'ai un salon de coiffure, donc ce que je dois faire, c'est regarder ce que les autres salons de coiffure font. C'est ça. Right?
Puis c'est ça la philosophie tout le temps. On reste dans notre carcan d'industrie, puis c'est ce qui fait que ça devient difficile d'innover, parce qu'on se dit, bon, ben je suis un transporteur, je vais regarder ce que les autres transporteurs font. Alors que modèle d'affaires, une fois que tu as réussi à modéliser, puis tu comprends tes modèles d'affaires, tu peux aller voir dans toutes sortes d'autres industries ce qui se passe, puis d'utiliser ça, puis de dire comment ça pourrait s'appliquer chez nous. Donc, ceux qui poussent, des clients qui poussent la réflexion un petit peu plus loin avec moi, c'est justement de dire, OK, parfait, ça, c'est vos modèles d'affaires. Je vais vous parler de gens qui sont complètement, d'entreprises qui sont complètement à l'extérieur de votre créneau actuel. Puis je vais dire comment eux, ils utilisent ce modèle d'affaires-là. Puis on va essayer de voir comment ça peut s'intégrer chez vous. Donc, ça donne des brainstorms qui sont un petit peu funky par moment parce qu'il y a des choses qui sont tirées par les cheveux puis impossibles. Mais en même temps, ça permet de voir les possibilités, de dire, OK, ça m'ouvre un nouveau monde là, qui est complètement différent. Là. Hey, mais ça, c'est le fun, là. Ah, c'est comme un monde de possibilités, là. Non, tellement, puis ça fait beaucoup de sens ce que tu dis, en le sens où si tu fais juste te comparer à ceux qui sont dans le même domaine que toi, tu vas stagner. Mais si tu détermines un peu c'est quoi, toi, ton modèle d'affaires, puis là, tu vas plutôt comparer à ceux qui ont des modèles d'affaires similaires, peu importe l'industrie, là, ça ouvre d'autres portes, là, vraiment, comme tu viens de dire. Fait que la première étape, c'est vraiment du brainstorming, un petit peu de ce que tu es en train de faire en ce moment, de... l'étude de marché. Mais là, il faudrait que j'aille ailleurs un peu parce que j'ai fait le tour. Là. La coiffure, oui. Non, mais tu sais, dans le sens, c'est salarié, travailleur autonome, palier d'objectifs, puis après ça, je suis comme, OK, mais le fonds de pension pour les employés, il arrive quand? Puis là, tu sais, comme... Parce que c'est pas en coiffeur, tu as trouvé ça, ça existe pas, mais non, c'est ça, personne n'a de fonds de pension. Les propriétaires travaillent tous des 60 heures semaine pour payer leur business, tu sais, comme, OK, il y a de quoi qui marche pas, là, tu sais. Alors, qu'est-ce qui se fait ailleurs? Exact, c'est là, je pense que... C'est pas du tout la même chose, mais j'ai goût de te dire qu'est-ce que les garages font, qu'est-ce que toutes les autres entreprises qui offrent un service, là, qui sont pas dans la coiffure, mais qui ont un système qui va être similaire au tien, qu'est-ce qu'eux font, puis comment ils l'adressent auprès de leurs clients, ça pourrait donner des indices vraiment pertinents. Là. Mais vraiment. Donc, je t'invite à aller voir un petit peu plus loin. Oui, c'est sûr, je vais faire ça, là. C'est définitif. C'est vraiment cool. Puis, je sais pas si tu es capable de mettre tes mots là-dessus, mais y a-tu typiquement certains modèles d'affaires qui reviennent un petit peu plus que d'autres? Serais-tu capable de nous donner certains exemples concrets? Absolument. Ben, en fait, oui. J'aime tellement ça! Oh my God! Non, mais moi, je suis très visuelle. J'adore avoir des exemples concrets. Ben, il existe une 60aine de modèles d'affaires. Puis, donc, ça, c'est une étude. Je fais une petite parenthèse là-dessus. Là. Je suis un scholar, je suis un académicien dans l'âme. Là, c'est ça, je pense que ça paraît peut-être un petit peu dans mon approche, mais il y a une université en Suisse. Des gens, ils ont pris une dizaine d'années, puis ils ont cartographié tous les modèles d'affaires de la tournante du 20e siècle, donc début des années 1900 jusqu'à aujourd'hui. Puis il y avait à peu près, je pense que c'était 8 ou 9 modèles d'affaires au tournant du 20e siècle. Et aujourd'hui, on en a une 60aine. Donc, eux, ils ont tout documenté, puis leur mapping, ça a l'air d'être le métro de Shanghai. Là. Vous verrez l'image, mais c'est des espèces de lignes de temps qui se promènent. Mais c'est là que tu vois toutes les innovations qu'il y a eu au niveau modèle d'affaires. Puis c'est super... C'est débile, en fait, de voir que par exemple, Harley Davidson avait un modèle d'affaires de experience selling, puis Red Bull s'est basé là-dessus 60 ans plus tard, 70 ans plus tard pour à peu près avoir la même approche de marketing. Donc, deux industries complètement différentes qui n'ont aucun lien avec l'autre, mais il y a des analogies puis il y a des parallèles à faire. Puis pour répondre à ta question, le modèle d'affaires le plus populaire des 20 dernières années, sans aucun doute, c'est le subscription, c'est l'abonnement. Tu dis l'abonnement, c'est un modèle d'affaires réellement? Costco? Absolument. Ben, Costco est un exemple, mais de l'abonnement, selon cette étude-là, les premiers abonnements qu'on a vus c'était au 16e siècle, c'était des marchands de livres allemands, puis dans ce temps-là, acheter un livre, c'était quasiment impossible. Donc, eux, il y avait un système d'abonnement annuel, puis ils allaient chercher des livres, puis les redonner à d'autres gens. Donc là, on remonte à il y a super longtemps, puis on dit, OK, mais il y avait déjà de l'abonnement, il y avait déjà une philosophie d'abonnement dans ces années-là. Et là, on fast-track à aujourd'hui, l'abonnement, il y en a partout. Vous êtes abonné à Prime, vous êtes abonné à Netflix, vous êtes abonné... Puis, tu sais, Prime, Netflix, on pourra revenir là-dessus, c'est pas du tout le même type de business. Là. Puis, ils n'ont pas du tout la même proposition de valeur, mais ils vont finir par se croiser dans certains trucs. Vous allez être abonné à Costco, vous allez être abonné au gym, vous allez être abonné à une revue, vous allez être abonné à des boîtes de bouffe. Et c'est ce qui fait en sorte... Quand je parle de ça, je donne cet exemple-là, habituellement, c'est un peu banal l'abonnement. Là, en ce moment, on est proche d'une récession, du moins le dollar coûte un petit peu plus cher qu'il coûtait avant. Le consommateur, ce qu'on voit dans les tendances, c'est que là, on regarde notre carte de crédit à la fin du mois, puis on dit, ouais, là, je suis abonné à bien des affaires, puis des compétiteurs qui n'étaient pas compétiteurs pour tes dollars avant deviennent des compétiteurs parce qu'ils ont le même modèle d'affaires. Donc là, tu vas te poser la question de,
je veux-tu encore Prime ou je veux-tu rester abonné au Harvard Business Review? Ces deux business-là se croisent jamais, là. C'est pas du tout, ils vous amènent pas du tout la même valeur, mais d'une perspective purement financière, vous allez vous poser la question, genre, il faut que je coupe quelque part. Est-ce que je coupe dans ma boîte repas? Est-ce que je coupe dans Netflix ou est-ce que je coupe dans une revue? Alors que ces business-là, ils vont dire, ben, c'est pas du tout dans mon créneau. Pourquoi tu me compares à eux? Mais ça n'a pas rapport avec leur proposition de valeur. Donc, quand on regarde les 60 modèles d'affaires, des exemples comme ça, il y en a une tonne, puis je pourrais en couvrir plein, là, mais c'est pas le but aujourd'hui. Mais c'est un exemple qu'on a vu beaucoup, et on a atteint la limite. T'sais, là, j'ai changé de voiture récemment, puis la première chose que je vois dans le dashboard, c'est « Hey, on a tout repensé notre truc, vous faites vous abonner à 6 nouveaux services. » Je veux-tu m'abonner à des choses qui sont déjà dans ma voiture alors que j'ai accès à CarPlay, tout ça? Ben, alors, je trouve qu'on a atteint une limite où là, ça va revenir en arrière, puis il y aurait intérêt à utiliser un autre modèle d'affaires qui est le pay-per-use, par exemple, qui est un autre modèle d'affaires financier. Me dire, ben, pourquoi tu ne me charges pas quand je l'utilise à la place? Donc, ça pourrait être pay-per-use. Payage par utilisation. Oui, pay-per-use. Okay. Parfait. Je voulais juste certain que j'avais bien compris ça. C'est quoi le pay-per-use? Je te paye quand je l'utilise. Puis on va le voir de plus en plus parce que... Genre de la location? Ça peut être de la location, mais ça peut juste être carrément... tu as une application sur ton téléphone, puis ça te coûte absolument rien, mais du moment que tu te mets à l'utiliser, là, il y a un compteur qui part, puis je sais pas, il te charge 10 cents à la minute, puis tu vas payer pour ton utilisation. Puis une des tendances que je pense voir ou apercevoir dans le futur, c'est que là, il y a comme on a atteint une espèce de point de saturation, on peut plus être abonné, puis le consommateur commence à se dire... Peut-être que finalement, je vais revenir à dire, au lieu d'être abonné à Netflix pour les 2 fois que je regarde un film, ben je vais les payer quand je vais les utiliser. OK, on va revenir à ce qu'on avait il y a 10 ans. Mais version vraiment moins chère. Mais version moins chère, puis mieux packagée. Tu n'auras pas besoin de te déplacer dans un club Vidéotron. Là. Peut-être que Chloé, tu as peut-être moins à la... Ouais, tu l'as connu à chaque fois que tu l'as connu. Là. J'allais louer, mais non, moi aussi. Là. Elle cherchait les bonbons du popcorn. On se pognait, ma soeur, c'était l'enfer. Si on se battait... Ben oui, non. Là, quand c'était 3 pour quelque chose, 1 pour les parents, 1 chacune, genre Blockbuster, moi, j'allais toujours louer Big Mama. Tout le temps. Big Mama? Vous savez pas. Je connais pas. Bon. En tout cas, OK. Mais bref, on fait un retour en arrière, c'est ça, mais ça fait tellement de sens parce que justement, on donne l'exemple de Netflix, ça coûte quoi maintenant? 12$? Puis 23. Oh, c'est pas un qui paye, ça paraît, sur le compte de famille. Mais... qui essaie de couper ça aussi qui essaie de couper, mais justement, tu le vois, tu sais, j'ai dit 12, là, c'est parce qu'il fut un temps, c'était 12. Là, ça a augmenté à 23. Tu vois que ça veut dire qu'eux sont en train de se dire, wow, là, tu sais, comme le monde va chercher... 35 milliards de dettes aussi. Oh, c'est ça, ça va pas. Fait que là, comme tu suggères, ils risquent peut-être éventuellement d'avoir un petit pas vers en arrière, de que finalement, maintenant, ça te coûte pas 50 cents le film, tu sais. Ben moi, mettons, comme consommatrice, comment je l'utilise, c'est qu'on a Disney+, on a Prime Video, Paramount. Ouais. Fait que là, selon le mois où est-ce qu'on est, mettons qu'on a une soirée cinéma avec les enfants, moi, je vais me réabonner à Disney+, puis je vais me désabonner pour le mois d'après. Je me mets des alarmes dans mon cell pour m'abonner puis me désabonner aux plateformes. Moi, je fais ça, puis... Non, mais c'est parce que moi, je paye plus la télé depuis longtemps parce que je trouve que ça sert à rien, mais à un moment donné, j'ai regardé mon bill puis j'ai dit, ça me coûte plus cher parce que je les avais toutes. Mais on paye la télé autrement. C'est ça. C'est drôle, j'avais une discussion avec un ami, puis lui, il est abonné à tout ça aussi, puis il disait, ça serait le fun d'avoir un endroit, c'est tout centralisé, puis je peux avoir juste comme un espèce de guide, puis fait que le câble. On revient un peu à cette même logique d'industrie-là. Mais tu sais, c'est que nous, on n'est pas des grands écouteurs de télévision. Tu sais, c'est une fois de temps en temps un film en famille, vendredi soir, let's go. Tu sais, fait qu'on n'est pas... tu sais, je suis pas accro à mon application, mettons. Fait que c'est pour ça que je fais ça, parce que je trouvais que c'était une perte de sous, mais ça m'a pris du temps de m'en rendre compte. Là, je l'ai payé pendant combien de mois, moi? C'est ça, t'es abonné à beaucoup, là, moi. C'est ça. Moi, c'est comme similaire. Si je choisis de m'abonner à Disney+, c'est pour un mois, puis c'est pour binge-watch une série, puis je me désabonne direct après. Fait que finalement, ça fait du sens ce que tu dis, éventuellement, le pay-per-use. J'aime ça. T'as-tu un autre exemple de... Bon, on parlait de Red Bull plus tôt aujourd'hui, puis Red Bull qui est devenu tout sauf une compagnie qui vend de la boisson gazeuse là, ou de la boisson énergisante. Je veux pas dire que c'est le dernier de leurs soucis, là, ça reste leur grosse vache à lait, mais c'est rendu un autre type d'entreprise. Puis pendant longtemps, dans les cas d'école, Red Bull en marketing, on en parle tout le temps, ils sont tellement bons. Puis à chaque fois que j'avais cette discussion-là avec des clients, ils disaient l'approche Red Bull, tu sais, OK, Red Bull... Quand tu regardes l'agroalimentaire de façon générale, ils vont investir entre 3 et 4 % de leur chiffre d'affaires en marketing. Red Bull investit, comme les compagnies cosmétiques dans son marketing, c'est du 40, 50, 60 % de leur chiffre d'affaires en marketing. Donc, la philosophie, eux, ont amené cette espèce de modèle d'affaires-là de experience selling, de je vais te vendre une expérience dans l'agroalimentaire, puis c'est ce qui a fait toute la différence pour cette entreprise-là. Donc, c'est devenu un cas d'école.
Mais est-ce que tu as le commitment d'investir en marketing massivement? Puis là, finalement, on réalise pour la majorité des organisations, c'est non, je suis pas game de le faire. Là. Donc, c'est pas un modèle d'affaires pour moi. C'est des petites subtilités comme ça de dire, c'est vraiment un modèle d'affaires? Oui, ce l'est, parce que la décision d'investissement, elle est massive. Puis pense à tous les gens qui embauchent pour aller dans les campus, c'est un commitment qui est majeur. Donc, ça a pris du temps avec cette entreprise-là d'école, mais une fois qu'elle a décollé... Puis, est-ce qu'elle a réellement décollé à cause que c'est une boisson gazeuse? Boisson gazeuse, j'aurais pas dit ça. Énergisante, oui. Boisson énergisante. Oui puis non. Oui, il y a eu une tendance, là, mais au-delà de ça, c'est tout ce qu'ils ont fait autour qui font en sorte que cette compagnie est quelque chose aujourd'hui. Mais est-ce que ça leur ramène de l'argent? Tu sais, au final... C'est grâce à l'argent qu'ils mettent là ils viennent récupérer ça dans les ventes. Tu sais, comment qu'ils monétisent tout l'investissement qu'ils font? Avant de plonger dans la suite de notre épisode, permettez-moi de vous parler de notre partenaire RH qui incarne l'esprit même de l'entrepreneuriat et du développement humain. Chez Sismic Culture d'Impact, l'entrepreneuriat n'est pas seulement dans leur ADN, c'est au cœur de tout ce qu'ils font. En tant que leaders en coaching, en développement organisationnel et en stratégie d'impact en ressources humaines, ils sont les architectes de cultures fortes et innovantes dans les organisations québécoises. Ils croient au pouvoir de la collaboration, à la force du partenariat. Avec Sismic, la transformation devient réalité. Leurs mots-clés, performance, engagement, expérience. Nous sommes fiers de les avoir comme partenaires sur Startup. Leur soutien à la relève entrepreneuriale, c'est plus qu'une cause sociale, c'est une philosophie d'action. Alors si vous cherchez à innover, à bâtir une culture forte, à propulser vos équipes vers l'avant, faites équipe avec Sismic Culture d'Impact. Maintenant, replongeons dans l'inspiration avec cet épisode. C'est la beauté... Je peux pas répondre spécifiquement pour Red Bull. J'allais dire Facebook parce qu'il y a tas d'exemples avec Facebook aussi, mais le Business Model Canvas sert un peu à ça aussi. C'est où réellement ta source de revenus? Puis souvent, ce que tu penses qui va t'amener de l'argent, c'est pas nécessairement ce qui va t'amener de l'argent. Tu parlais de Costco tantôt, qui est un exemple majeur pour ça aussi. IGA puis Costco répondent aux mêmes besoins qui est te nourrir. Donc, si on arrêtait notre réflexion-là, on dirait c'est le même type d'entreprise, même modèle d'affaires, alors que c'est pas le cas du tout. Costco fait 90% de ses revenus sur le membership, ce qui leur permet de vendre des produits quasiment à des marges qui sont extrêmement faibles. Par contre, leur expérience d'achat, moi, je fais partie des gens qui aillent aller chez Costco. J'adore le modèle d'affaires, mais magasiner là, c'est pas une expérience que je recherche. C'est ce qui fait qu'il y a une dizaine de Costco puis il y a 400 IGA, ben, ils peuvent pas se copier parce qu'ils n'ont pas du tout le même modèle d'affaires. Donc, Costco, pour moi, c'est un autre exemple assez frappant. Là. Non, vraiment. Mais pour Red Bull, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai souvent la réflexion de me dire les entreprises qui investissent autant dans donner du stock, ça doit être difficile à budgéter là, parce que, tu sais, là, on utilise Red Bull comme exemple, mais Guru, c'est la même affaire, tu sais. Ils nous envoient des caisses, puis Red Bull, tu sais, quand il y a des gros événements, je me souviens quand je suis allée à la F1 cet été, t'as les représentants, ou je sais pas qui sont, avec leurs petits sacs puis leurs petites autos Red Bull, tu sais, je sais pas si t'as déjà vu ça, ils ont des mini Cooper Red Bull, ou en tout cas, des mini autos Red Bull, avec des cannes Red Bull ça, dessus, full branding. Ouais. Puis ils donnent dans le métro des Red Bull à tout le monde, là. Puis je me dis, mon Dieu, genre, eux, par année, ils doivent budgéter des millions de dollars dans juste donner aux consommateurs. Fait que, tu sais, il faut vraiment que ce soit... En tout cas, il faut que le modèle d'affaires... Sauf que tu as déjà vu une pub de Facebook à la télé? De Facebook, j'arrête pas de dire ça. Excuse-moi, peut-être ça. Je sais pas pourquoi je l'ai lu tantôt. C'est pas grave. T'as déjà vu une pub de Red Bull à la télé? Non, parce que j'écoute pas la télé. Ouais, c'est ça. OK, mais leur pub, c'était une espèce de Red Bull donne des ailes. On se rappelle du slogan, là, en dessin. Oui. Eux, là, ils investissaient zéro en pub télé. C'est vrai, c'était un petit dessin, c'était une petite canette qui volait de même. C'est tellement mauvais, mais en même temps, c'est tellement bon parce que c'est un espèce de signal de on s'en sac un peu. Puis ils ont la même Red Bull donne des ailes avec les espèces de comiques depuis des dizaines d'années. C'est encore ça aujourd'hui. C'est comme s'ils n'avaient pas réinvesti là-dedans. Puis c'était un peu une joke pour eux. Là. C'est pas important. Donc, une partie de leur disruption, c'est qu'eux autres, au lieu d'investir dans on va essayer d'atteindre une grande masse d'individus, ils ont commencé en disant on va aller dans des créneaux super niches qui, pour eux, c'était les sports extrêmes. Puis ils sont partis là-dessus, puis ils n'ont jamais regardé en arrière, finalement. Là. Non, c'est fou, là. Ils ont une équipe de F1, là, et Red Bull. Oui, mais ils sont même dans l'équitation. Ils en ont deux. L'équitation aussi. Dans l'équitation. Oui, partout, là, genre... climbing, là, ben extrême, mais non, mais ils sont dans jumping. Tous les sports extrêmes, puis même que leurs équipes dominent dans beaucoup de ces sports-là. Fait absolument, parce qu'ils ont financé. Ben, vraiment, en tout cas, c'est un modèle d'affaires intéressant. Puis là, tu nommes Facebook, on peut en parler de Facebook. C'est quoi leur modèle d'affaires?
Des revenus cachés, Facebook, principalement. Ce qui est intéressant, c'est que tu démocratises un produit. C'est un two-sided market, en fait, ou multi-sided market, puis ça aussi, plein d'exemples, mais celui qui utilise le produit, c'est pas celui qui paye, mais celui qui paye est intéressé parce qu'il y a une masse critique qui est là. Donc, il faut que tu trouves un juste milieu entre deux masses de consommateurs qui ne se comprennent pas ou ne se parlent pas habituellement. Donc, ça a été ça le gros changement qu'eux ont amené. Puis avant, des two-sided market, il y en avait, mais ça n'existait pas beaucoup. Aujourd'hui, c'est très, très, très répandu. On a juste à penser à Uber qui a copié le même modèle d'affaires. On a juste à penser à Airbnb. Donc, s'il n'y avait pas assez de gens qui allaient sur Facebook, les annonceurs ne seraient pas intéressés à payer. Donc, il faut que tu attires les gens, puis les attirer, c'est mettre aucune porte d'entrée, de dire, ben viens, nous, la seule chose qui nous intéresse, c'est que tu sois là, puis hey, viens voir, tes amis sont là aussi. Là, je remonte à Facebook au début, mais c'était ça le concept. Puis une fois qu'il y a une masse critique de gens, ben là, il y a des annonceurs qui sont intéressés à dire, ben, tu as énormément de données sur ces gens-là, on peut-tu le leverager, ça? En quoi Airbnb puis Uber, c'est comme ça? Parce que Airbnb puis Uber, si tu vas en faire usage, au final, tu payes, tandis que Facebook, nous, en tant que consommateurs, on va jamais payer. Mais on contribue, finalement. On contribue, mais... Ben, oui. Mais pense à la mécanique d'Airbnb. Airbnb n'a pas un chalet à eux. Là. Non. Donc, techniquement, ça nécessite qu'il y ait un locataire et un locateur. Oui. OK. Même chose pour Uber. Ça nécessite qu'il y ait quelqu'un qui a une voiture puis quelqu'un qui en ait besoin, ou du moins un Lyft. Lyft qui est un de leurs compétiteurs, mais bref. Donc, c'est... Qu'est-ce qui manquait dans ces industries-là, puis pourquoi eux autres se sont placés là, puis ça a été un succès, c'est qu'il manquait de confiance, en fait. Qu'est-ce qui garantit que moi, comme locataire, quand je te loue quelque chose, tu vas pas faire un trou dans le mur, puis c'est quoi les recours contre moi? Donc, Airbnb sont venus mitiger cette espèce de relation-là en disant, nous, on va s'assurer de la confiance mutuelle, puis c'est de même qu'ils font leur argent. Donc, ils se sont placés comme middlemen entre deux masse critique d'individus, je veux louer puis j'ai quelque chose à louer. Donc après ça, ce modèle-là, on ne parle pas Airbnb, mais on commence à le voir pour tout. Là. Je veux dire, je peux faire ça avec ma borne électrique maintenant chez nous, je peux la louer à quelqu'un d'autre puis partager le revenu avec la compagnie. Il y a comme tout ça est rendu, là. Il y a comme plus de limites quand tu commences à regarder ça dans toutes sortes de sphères différentes. Oui, fait que ça s'appelle le two-sided market, donc le marché à deux côtés. Ouais. Tes traductions sont bonnes. Mais je les demande juste pour m'en souvenir. Puis c'est drôle, c'est drôle qu'on parle de ça parce que justement, dans mon cours d'entrepreneuriat, il fallait monter une entreprise. Là. Camille, elle ne sait pas, mais toi, tu le sais. Puis ben, nous, c'était exactement ça. C'était une entreprise de location d'objets variés parce qu'il y avait un de mes collègues là, dans mon cours, dans mon groupe, que c'était son idée. En fait, lui, il est en génie, mais c'est exactement pour comme faire avancer son projet qui est venu dans ce cours-là parce que c'est un cours à choix pour lui. Puis c'est ça la business qu'on a montée. Là, justement, c'est sûr que objet, là, c'est encore plus délicat parce que brise ma tondeuse, bonne chance à... mais la logique de Airbnb, c'est de dire si quelqu'un venait me garantir que je peux te passer mon télescope, puis si tu le brises, il y a quelqu'un qui va me rembourser ou même m'en trouver un meilleur, je vais te louer mon télescope parce que là, j'ai un revenu garanti. Je vais donner une commission à celui qui me le garantit, puis je vais te le louer. Après, il y a pas... Alors, on peut penser à ça pour n'importe quoi, en fait. Non, puis moi, je me dis, tu sais, à court terme, c'est sûr que ça doit être difficile de monter une entreprise comme ça, vu tous les enjeux de sécurité, technologiques, vol, etc. Mais je pense qu'à long terme, c'est certain qu'une solution de même va être omniprésente là, parce qu'on est dans un environnement où la surconsommation est de plus en plus un enjeu. Fait que veut pas, les gens sont de plus en plus prudents par rapport à leurs habitudes de consommation. Fait que je me dis que ça va venir, bref. On va en voir de plus en plus. Et on le voit déjà, mais on va le voir de plus en plus. Puis tous les gens qui se sont achetés pendant la pandémie des skis de touring, puis des skidoo. C'était exactement ça. Ça va tout devenir des trucs de partager ou de location, puis c'est pas une mauvaise chose. Parce que technologiquement, on peut le faire maintenant. Alors pourquoi on a acheté 6 paires alors que techniquement, on pourrait en avoir 3? Là, peut-être que vous êtes loué des skis, peut-être qu'on le fera pas, mais je pense qu'on peut penser se rendre jusque-là. Bien, totalement, parce qu'on attribue beaucoup de valeur à posséder les objets. Là, puis moi, la première, là, genre, je m'attache à quoi? OK, ça, c'est à moi, mais tu sais, au final, si tu l'utilises une fois par année, t'as whatever quoi, tu peux la partager. Ouais, ton kayak que t'as acheté juste pour aller faire une kayak une fois avec ton fils, tu sais. Non, là, fait que c'est le fun. En tout cas, bref, c'est une idée intéressante. Puis par rapport à Facebook, ça me fait un peu penser au podcast. Puis j'ai envie d'en parler un peu, puis t'entendre là-dessus, en le sens où, comme, nous, je sais pas si tu considérais que ce serait ça notre modèle d'affaires, mais tu pourrais nous donner ton opinion. Mais on a d'un côté nos auditeurs qui consomment gratuitement notre contenu. Puis de l'autre côté, ben comment, tu sais, je pense des fois, je suis comme, comment qu'on fait de l'argent avec ça? Ben, c'est pas eux qui vont nous payer, là, tu sais, c'est nos partenaires. Fait que c'est quoi le modèle d'affaires qui
Ben, je veux dire, Facebook a imposé un modèle d'affaires au contenu. Puis le modèle d'affaires qu'il y avait avant Facebook, c'était, ben, je vais le payer mon journal, puis je vais payer pour le contenu, donc le journaliste va être payé directement. Tout ça a été mis upside down à l'envers. Alors aujourd'hui, la philosophie qu'on a quand on est des créateurs de contenu, c'est de dire, je vais le rendre gratuitement pour que ça intéresse le plus grand nombre d'individus, puis il y a quelqu'un qui va me payer en arrière pour pouvoir soit faire une pub ou soit pouvoir positionner un produit. Donc, c'est un peu ça notre mindset, puis on se l'est fait imposer par des Facebook. Et là, ce qu'on voit comme tendance, c'est en train de revenir en arrière, puis les gros journaux disent hey, nous autres, on peut plus attendre que Google ou Facebook viennent nous payer. Là. On va recommencer à mettre des abonnements. Donc, on le voit de plus en plus, une espèce de retour en arrière, c'est rendu accepté. Puis même il y en a qui s'est rendu des OBNL, je pense à la presse, ben, on a un OBNL maintenant, puis on invite les gens à faire des dons à la place. Alors, il y a comme d'autres choses qui se sont créées autour de ça. Mais pour répondre à ta question, oui, la façon de partir la plus simple pour vous, si vous dites on veut monétiser un podcast, c'est trouver une façon de le rendre le plus populaire au plus de gens possible. Et après ça, trouver quelqu'un qui, je pense peut-être même que vous l'avez déjà, mais trouver quelqu'un qui s'intéresse à vous commanditer parce que ça atteint une cible. Puis cette personne-là qui vous commandite, mettons que ça coûte, je sais pas, 10 000 par année, mais puis ça y ramène un client, mais ce client-là lui donne un mandat de 150 000, dit hey, c'est payé pour l'année, puis merci mesdames. Là. Mais ouais. Alors c'est là aussi où il y a je veux pas dire deux poids, deux mesures, mais l'impact est pas le même. Là. Non, puis justement, fait que ce serait quoi le modèle d'affaires dans lequel on se situe, tu penses, ou c'est trop difficile à dire? Ben, c'est un two-sided market. C'est ça. C'est juste, après ça, la façon dont on fait payer peut être vraiment différente. Mais il y a Patreon aussi qui vient qui est quand même super populaire en ce moment. Là. Il y a de plus en plus de podcasts qui reviennent en arrière aussi à dire, ben non, nous autres, tu veux notre contenu complet, on est assez populaire, on est un brand en soi, on n'a pas besoin de s'accoter sur quelqu'un d'autre, paye pour notre contenu. Ben, tu sais, même sur Spotify, c'est ça, sur Spotify, je vois qu'il y a un système d'abonnement. Nous, on souhaite pas faire payer les auditeurs pour consommer notre contenu. Fait que j'ai jamais tenté d'explorer plus que ça, mais tu sais, maintenant, Spotify l'offre. Genre, les gens peuvent payer, mais j'ai jamais... Okay, moi-même, en tant que consommatrice, j'ai jamais eu à payer pour écouter quelque chose sur Spotify, mais semblerait-il qu'on peut le faire. Tu sais, comme quand je suis sur notre dashboard, il est là. Fait que tu sais, c'est intéressant, mais ce que tu as soulevé, ça fait full de sens. Tu sais, un partenaire va investir X montant, mais il va avoir après ça un contrat qui lui rapporte beaucoup plus. Fait que finalement, ça fait du sens pour lui. C'est un placement publicitaire, là, mais moi, j'adore Camille puis moi, on en parle tellement souvent de comment qu'on market notre podcast. Puis tu sais, je trouve que tu sais, il y en a beaucoup de podcasts, tant au Québec qu'aux États-Unis. Des millions. Exactement. Au Québec, je pense qu'on est un peu en retard toujours sur les États-Unis. Fait que nous, on regarde un peu ce qui se passe là-bas, mais j'ai l'impression que la manière dont on se différencie, c'est vraiment en s'assurant que tout ce qu'on fait pour le podcast a comme une valeur ajoutée pour l'auditeur et les partenaires. Tu sais, on choisit pas de s'associer à n'importe qui. Du moment qu'on met quelque chose de l'avant, on s'assure vraiment que c'est aligné avec notre mission, nos valeurs. Puis tu sais, en tout cas, je trouve que ça, c'est une belle valeur ajoutée parce qu'il y a beaucoup de podcasts pour le divertissement qui s'associent un peu à ce qui passe à gauche, à droite, puis c'est correct. Ouais, puis ça fit pas. Mais ouais, c'est ça. Tu sais, c'est... Fait que mon point, mais je les respecte dans leur façon de faire, puis comme tant mieux si ça marche pour eux, mais moi j'ai l'impression que c'est notre manière de se démarquer parce qu'après ça, quand on parle à un auditeur, on lui dit hey, tout ce qu'on pitch, que ce soit notre contenu, nos publicités, ce qu'on te présente, whatever, ben ça touche à notre niche, puis ça devrait t'intéresser d'une manière ou d'une autre parce qu'on va le marketer d'une manière qui t'intéresse. Puis ensuite, pour nos partenaires, on leur dit hey, ben oui, peut-être que ça coûte plus cher investir en nous, mais vous êtes peu. Il y a peu de partenaires, tu sais, mais qui investissent un petit peu plus. Nos auditeurs, ben, on est niché dans une catégorie où les auditeurs sont investis. Puis, tu sais, les gens qui nous écoutent, c'est beaucoup des gens en affaires ou qui ont des ambitions d'être en affaires et tout. Donc, veux pas, c'est des personnes qui prennent action dans la vie, qui aiment l'innovation, sont créatifs et tout. Donc, c'est pas juste des gens qui s'assoient sur leur bacon, tu sais, puis qui se pognent le beigne, là. Fait que, en tout cas, bref, j'ai l'impression qu'on construit vraiment un modèle d'affaires qui se tient debout. Moi, j'adore ça. C'est vraiment excitant, c'est vraiment le fun, là. Puis, justement, c'est ça que je t'avais dit avant qu'on commence à enregistrer l'épisode, que, tu sais, je trouve ça le fun de recevoir des personnes comme toi qui ont peut-être un point de vue différent, qui peuvent nous donner tu peux nous donner des conseils, d'opinion. Ben, moi, j'ai une question. Toi, ton podcast, est-ce que tu le monétises ou tu revois la valeur? Est-ce que tu en as une ou tu fais ça parce que tu tripes à faire ça?
Un mix des deux. Ça a commencé avec le fait que je voulais démocratiser le modèle d'affaires puis que je vendais des mandats d'accompagnement en modèle d'affaires. Donc, à la fin de la journée, moi, si je mets 20 podcasts en ligne puis ça m'a coûté une dizaine de milliers de dollars le faire puis j'ai un mandat qui arrive de ça ou quelqu'un qui vient me poser une question par rapport à ça, ben le remboursement est fait. Donc, ça vaut la peine. Alors ça, déjà, après 19-20 épisodes, je peux vous dire que j'ai eu du feedback déjà de ça puis ça a ouvert des portes. Puis ça donne au groupe auquel je travaille une certaine crédibilité aussi. Là, je vous le cacherai pas, puis les gens qui nous écoutent le savent aussi. Donc, oui, il y a quelque chose de pécunier derrière ça, mais je voulais quand même... Tu sais, un podcast à la fin de la journée, soit que tu me divertis ou tu m'apprends quelque chose. Pourquoi je t'écouterais sinon? C'est exactement ça. Alors, je suis très d'accord. Il me semblait, vous autres, avoir un bon mix des deux, puis je respecte beaucoup ça. Moi, je suis allé directement dans le volet. Regarde, je suis un scholar, là, je l'assume pleinement, puis moi, ce qui m'intéresse, c'est des gens qui ont des modèles d'affaires un petit peu weird ou qui sortent un peu de l'ordinaire là-dessus ou qui arrivent du champ gauche ou qui ont remis des choses en question ou qui se sont plantés aussi, qui ont essayé un modèle d'affaires puis ça n'a pas fonctionné. Donc, c'est super intéressant de voir ça aussi. Alors, c'était à ça que je m'intéressais. Puis je me disais, si ça amène quelque chose à la fin de lucratif, why not? Là? Mais oui. C'est sûr que je pense pas qu'il faut se lancer. T'as raison, il faut pas se lancer en podcasting en se disant, on va faire de l'argent avec ça parce que non. Non, ça peut être non, mais quoi, c'est ça. Justement, tu sais, nous, le podcast, c'est une grande valeur ajoutée à qui on est en tant qu'individu parce que, tu sais, ça nous permet de se créer un réseau de contacts, on aime découvrir les personnes, bien évidemment. Ça contribue aussi à, tu sais, aux yeux du public, entre guillemets, comprendre qui on est, dans le sens que quelqu'un qui nous connaît pas, mais qui sait que on anime un podcast entrepreneurial, c'est directement que, sûrement qu'on est quand même des filles à nos affaires, puis qu'on aime découvrir, qu'on aime l'entrepreneuriat. Fait que, c'est une belle manière de se présenter sans avoir à se présenter, finalement, de se créer des opportunités. Fait que, tu sais, mais c'est sûr que là, quand c'est du podcast juste divertissement, c'est comme, ouf, tu sais, c'est plus difficile, je trouve, de rendre... je sais pas comment bien le verbaliser, là, mais... Mais tu sais, comme, mettons, moi, je vois ça comme mon éducation. J'ai toujours rêvé de faire un MBA. Garde, vous êtes là aujourd'hui avec moi. Comme, tu sais, j'ai trouvé une manière différente de le faire. Puis, tu sais, c'est comme, c'est gratuit en tant que tel à part du temps, là. Fait que moi, c'est comme ça que je le vois. Divertissement, après ça, ça peut être du plaisir, puis il y a plus d'opportunités, par contre, en divertissement, puis il y a plus un public pour le divertissement. Oui, c'est super niché ce que vous faites, puis ce que je fais. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, c'est définitivement. différent, je pense, la manière de le monétiser. Tu sais, c'est comme si nous, tu sais, si on prend tous les podcasts, sont commandités par Eros et compagnie. Si nous, on était commandités par Eros et compagnie, ça aurait aucun rapport. Tu sais, à la limite, ça nous enlèverait de la crédibilité du sujet qu'on parle, tu sais. Puis ça serait niaiseux pour une entreprise de venir commanditer. Et aujourd'hui, c'est ça, il y a tellement de produits niche, dont le vôtre, le mien aussi, c'est entre guillemets un produit niche. Vous adressez à une certaine clientèle, c'est en français. Pourquoi McDo viendrait vous commanditer? C'est ça. Ça n'aurait pas rapport. Tandis que là, nous, on choisit, on est tellement chanceuses. Là, on s'associe avec des entreprises full alignées avec nos valeurs. Notre partenaire qui nous suit depuis longtemps, c'est Sismic Culture d'Impact. Ça, c'est une firme de ressources humaines, de coaching, développement organisationnel. Puis les filles sont tellement... je dis les filles parce que c'est beaucoup les filles qu'on a rencontrées, mais sont tellement spécialisées dans leur domaine de ressources humaines. C'est super intéressant. Puis nous, on est fiers de présenter ça à nos auditeurs parce que, oui, c'est un partenaire pour nous qui nous aide à faire rouler notre projet, mais c'est aussi... ils contribuent beaucoup à notre contenu. Puis ils nous ont donné du feedback comme quoi il y avait eu des clients grâce au podcast. Puis pour eux, justement, c'est des gros mandats après ça. Là, fait est-ce qu'il y en a eu 10? Je ne sais pas, mais est-ce qu'il y en a eu assez pour que ça se rentabilise? C'est sûrement suffisant. C'est ça. C'est des gros va vite après. Là. Parce que si tu as donné l'exemple d'Eros et compagnie, c'est une affaire à... des factures de 100$ et moins moyennement, c'est pas le même retour d'investissement pour un partenaire. Là. Non. En tout cas, le fit serait pas là. Le fit serait définitivement pas là, mais bref, en tout cas, on est encore en train d'élaborer notre modèle d'affaires. On dirait que cette discussion-là va me donner envie. C'est un bon test, dans le sens que vous avez un super beau produit pour tester plein de trucs. Donc, exact. Pourquoi pas Vraiment. le faire? Puis, je pense qu'entre guillemets, vous n'avez rien à perdre à ce stade-ci. C'est un projet qui a démarré, puis tant mieux si ça devient lucratif pour vous autres. Mais c'est un bon terrain de jeu aussi. Totalement. Puis au final, ça redonne autrement. Il n'y a pas juste l'aspect financier. Non, exact. C'est un peu même chose que Red Bull qui investit tellement de sous dans son marketing, toutes les expériences qu'ils font vivre à leurs employés qui peuvent aller sur ces événements-là. À la limite, c'est même de l'investissement RH. C'est la fierté. Il y a plus que juste le retour sur l'investissement comme de vendre quelque chose. Là. Définitivement. Fait que là, on a parlé du pay-per-use. Two-sided market.
Là, je suis comme, il y en a 60! Non, mais moi, je trouve ça fascinant. Oui. Au début, le nom m'échappe. On a parlé du... Subscription, ben en fait, l'abonnement. L'abonnement. Mon Dieu, le mot, ça va pas. Ouais, voilà. Fait que là, on en a touché 3. Il y en a-tu, tu sais, un qui était comme, hey, lui aussi, il faut vraiment touch on, ou c'est eux qu'on voit le plus passer depuis un certain temps? Ce qu'on a commencé à voir beaucoup, il y en a un qui s'appelle Ingredient Branding, en fait, ingrédients de marque. Et un exemple qu'on a au Québec qui est super pertinent, c'est Laura Sécart. Des chocolats où en fait tout le monde... En fait, Laura Sécart a une autorité de marque de comme 92%. Là, c'est une des marques les plus connues au Québec, étrangement. Là, et mais au Québec. Ils sont là depuis longtemps, puis c'est super spécifique. Et Laura Sécart, avant, avait ses propres produits, puis aujourd'hui, ça a été racheté par une entreprise, puis l'entreprise a enlevé toute la production, a gardé juste une équipe de marketing, puis on dit, notre brand est tellement fort, est tellement connu, qu'on va juste trouver des partenaires qui veulent payer pour avoir notre logo sur leurs produits. Donc, il y a des entreprises qui ont réussi à bâtir des marques super connues, puis là, ils l'utilisent comme ingredient branding. C'est un peu ça le nom derrière, c'est que la marque devient un ingrédient du produit. Donc là, tu vas avoir Laura Sécart sur une bouteille d'alcool à SAQ, tu vas avoir Laura Séquard sur un muffin, tu vas l'avoir sur la fondue, tu vas l'avoir sur... Donc, mais c'est pas eux qui ont... cette compagnie-là n'a pas 8 usines derrière qui font de la vodka au chocolat puis de la fondue en même temps. Là. Donc, c'est des marques qui sont allées vers eux et qui ont dit hey, on aimerait ça faire un lait au chocolat puis utiliser votre brand. En gros, c'est ça. Donc, ils mettent leur brand sous location à d'autres entreprises. Donc, mais ça, c'est hot. Mettons Nutella, Oreo, ils font beaucoup ça. Là, ou, ils vont faire du genre de co-branding des fois, eux autres. Ouais, là, mais oui, c'est ça, exactement. Ou même des grosses affaires, là, je pense, mettons, à Star Wars. Ouais. Star Wars, ben oui. Dans un magasin M&M, t'as la section Star Wars. Ouais. Star Wars. Ça aurait pas dû choisir celle-là, mais en tout cas, ça serait du co-marquage ou du... Ça pourrait rentrer là-dedans. C'est pas tout à fait du ingredient branding, mais ça pourrait rentrer là-dedans. Là. C'est sûr que là, il y a des stratégies marketing derrière ça aussi et tout ça, mais vraiment, Laura Séquard, c'est vraiment, on vous loue notre marque. Lego. En fait, Lego, ça serait un bon exemple où eux autres, il faudrait absolument qu'ils se réinventent parce que des jouets en plastique en 2000, même à partir des tournants des années 2000, c'était vraiment moins populaire. Quoique ça a gardé une certaine prestance, mais Lego, eux autres aussi, ont commencé à louer leur brand puis à faire des produits en co-branding avec des... tu parlais de Star Wars. Il y a sûrement Lego Star Wars, Batman Star Wars. Non, mais moi, pour de vrai, films, Lego, là, mais c'est un exemple, Lego. C'est un brand aujourd'hui. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ah ouais. Non, mais c'est parce qu'elle les achète, elle les monte et elle attend 2 années, puis elle les revend, puis elle fait du cash. Je te crois. Non, c'est capoté, là. Il y a un monde de Lego. Il y a genre un petit magasin, je pense à Drummond ou Trois-Rivières, genre dans un sol de Lego. Puis genre, c'est comme les cartes de hockey, là, les Lego Special Edition, puis tout le kit. Mais je te crois. C'est on a toute une autre phase Lego. Là. Parce que moi, je l'ai eu solide, j'avais le village au complet, puis finalement, il servait à rien. Je faisais juste les regarder, mais il était là. Puis même mon chum, là, il me demande encore d'acheter des Lego, là. Ben, c'est ça. Mais là, le Lego coûte 300$, fait que t'es comme... c'est ça aussi. Ben Ils en font moins, donc c'est plus dispendieux un petit peu. C'est comme un produit de niche, c'est à leur avantage. Hein? Ben ouais. C'est parce que maintenant, c'est plus juste des Lego pour jouer. Maintenant, ils ont comme des œuvres d'art quasiment. Tu vois, une moto, une voiture, Lego. Oui, là. Mais là, c'est sûr, ça coûte... Ils ont même des expositions dans des musées. Moi, j'étais allée en voir une à Québec. Ah, j'en doute pas que ce soit intéressant, mais... Ah, OK. Fait que Lego, le ingredient... Branding, Ben, ça, c'est vraiment intéressant aussi. Puis c'est avantageux pour une entreprise. Ben là, oui. rendu là, ils font... faut que tu aies une notoriété. Oui, c'est ça l'affaire. Force, c'est pas, comment tu mesures ça, de la notoriété, mettons? Des sondages. OK. Oui, carrément. Puis il y a plein de façons de le faire. Puis je suis pas un expert en recherche marketing, mais tu peux aller quasiment te stationner dans une épicerie et te dire hey, connaissez-vous cette marque-là? Puis là, ou encore même notoriété non assistée. Je vous dis chocolat, vous pensez à quoi? Puis là, c'est quoi le premier? Chocolat favori, ouais. OK. Fait que là, c'est chocolat favori. Ben ça serait de la notoriété comme non sollicitée. C'est intéressant. Oui, notoriété non sollicitée. Ah, c'était le fun, non. Je me rappelle pas du mot exact, comme je dis, c'est pas ma spécialité, mais en somme, ça ressemble à ça comme concept. Ouais, mais non, mais là, une entreprise, c'est rendu loin quand t'as même pas besoin de dire ton nom puis le monde pense à toi. Là, oui, c'est vraiment de regarder, en tout cas, les entreprises qui ont réussi à faire ça. Moi, je trouve ça fort impressionnant, vraiment. Que ce soit pour des projets de démarrage, de croissance, d'acquisition ou de relève, Evol offre du financement adapté pour les entreprises d'impact. Mais ce qui fait notre distinction, c'est notre accompagnement personnalisé. Dans le but de soutenir les entreprises à propriété diversifiée et inclusive,
Evol allie financement, accompagnement et services complémentaires. Aujourd'hui, on prend un nouvel élan. Evol, financer le changement. Puis, je suis curieuse de savoir, là, la technologie, c'est comme... Ben, ça commence à prendre... Ça prend déjà beaucoup de place, mais on sent avec l'intelligence artificielle qui a fait un gros boom aux yeux de tout le monde dans la dernière année, principalement, puis tout. Quel impact c'est en train d'avoir sur les modèles d'affaires? Toi, ce que tu vois avec les entreprises avec qui tu travailles? Ben, tu sais, sur les... peut-être juste avant de te répondre à ta question, prendre un pas de recul, ou l'étude dont je parlais tantôt, tu sais, un modèle d'affaires, en fait. Pourquoi ça s'appelle modèle d'affaires? C'est que ça peut être modélisé. Tu sais, je vous dis une Yaris. C'est sûr que vous avez l'image en tête, puis elle est probablement bleue, la Yaris que vous avez en tête en ce moment. Blanche. Elle est blanche, OK, elle est bleue, mais le point étant que vous êtes capable de fermer les yeux et de dire, OK, je suis capable de visualiser une Yaris, puis on a toute la même image en tête. Donc, l'idée d'un modèle d'affaires, c'est de dire, on est-tu capable de le modéliser, on est-tu capable de l'amener dans sa forme la plus simple, puis de dire, c'est ça le modèle d'affaires. Puis il y a des règles de base universelles. Un modèle d'affaires d'abonnement, ça insinue que tu as un produit pour lequel quelqu'un va payer soit de façon mensuelle ou annuelle, mais il va être techniquement abonné à ton produit. Il faut qu'à chaque année, tu aies un cycle de vente pour le convaincre de se réabonner. Donc, il y a une espèce de loi universelle. Mais ces 60 modèles d'affaires-là, ils ont toutes leur espèce de petite loi universelle qui font en sorte que c'est un modèle d'affaires unique. Vous dites, pourquoi il y en a 60, pas 70? Puis comment on est arrivé à ce chiffre-là? C'est ça l'idée, c'est qu'ils ont réussi à amener à leur forme la plus simple, de dire c'est ça le modèle d'affaires. Et ce qui fait en sorte que vous me dites, vous me posez la question, qu'est-ce que les technologies vont changer? Il y a sûrement des nouveaux... En fait, il y a déjà des nouveaux modèles d'affaires qui se sont rajoutés. Là. Il y en a 5-6 qui se sont rajoutés. Il y en avait 55 en 2014, puis la technologie fait en sorte qu'il y en a 6 nouveaux aujourd'hui. Il y en a sûrement d'autres qui vont apparaître. OK, c'est vraiment la première fois qu'on voit ce modèle d'affaires-là, puis ils vont le documenter, puis ça va sortir dans les prochaines études, dans leur prochaine édition. Mais en soi, c'est juste une façon d'accélérer les modèles d'affaires que vous avez déjà ou d'en éliminer aussi. Ça va en rendre certains plus pertinents. C'est ça. Tout le marché de la traduction en ce moment, c'était déjà difficile. Là, je sais pas, dans les 5 prochaines années, tout le monde va probablement se recycler ailleurs. Il y en a qui vont vouloir me trouver pour me parler juste parce que je viens de dire ça. Mais le point étant qu'il y a des industries qui vont être appelées à disparaître, donc il y a des modèles d'affaires qui vont se rendre désuets. Mais ça ne veut pas dire que le modèle d'affaires est désuet. Ça va peut-être être vraiment pertinent ailleurs. Donc c'est peut-être théorique ce que je dis en ce moment, mais si j'amène ça en pratique... Il y en a qui s'éliminent, puis d'autres qui arrivent, puis c'est ça l'innovation finalement, tu sais. Tu es une firme de consulting qui offre du AI à tes clients. Le modèle n'est pas super différent d'une agence marketing, par exemple. Donc, c'est pas parce que c'est juste tu vends un nouveau produit qui va être l'intelligence artificielle, mais ça veut pas dire que tu vas remettre en question toute l'approche de comment les firmes de conseil fonctionnent, par exemple. Mais ça va avoir un impact, définitivement. Là. Je suis pas en train de dire le contraire. Ben non, clairement. Puis ça rend aussi, non seulement ça va avoir un impact sur les modèles d'affaires en tant que tel, mais ça rend cet exercice plus facilement accessible aussi aux pas aux utilisateurs, mais en fait aux entrepreneurs, dans le sens que en ce moment, tu peux écrire une description de ton entreprise à ChatGPT, puis il peut te sortir un ébauche de business model Canva, là, tu sais, c'est absolument. Fait en tout cas, bref, il y a plusieurs belles et moins belles choses qui peuvent s'en venir avec l'intelligence artificielle. Ouais, c'est un peu épeurant aussi. En tout cas, moi, comme enseignant, je remets en question, puis je trouve qu'il y a des profs en ce moment est-ce que vous pouvez vraiment savoir si on l'utilise? C'est sûr que la structure de texte de ChatGPT, tout finit par se ressembler, puis là, on le voit, il y a des patterns, puis c'est assez drillé, puis assez d'antécédents pour qu'on puisse vraiment dire, OK, j'ai un feeling que ça a été fait par, puis c'est sûr qu'il y a des outils qui existent. Mais au-delà de ça, moi, j'étais curieux comme au MBA, mon cours s'appelle Modèle d'affaires, puis un des travaux que je fais faire de classe aux exécutifs, c'est voici une étude de cas, trouver les modèles d'affaires là-dedans. Fait que ça les oblige à fouiller dans les 60 modèles d'affaires, puis après ça, de dire, OK, ouais, je pense que grosso modo, il y a 10 modèles d'affaires dans l'étude de cas, puis cette entreprise-là utilise 10 modèles d'affaires. Puis là, j'étais curieux, j'étais allé sur ChatGPT, puis bon, j'ai inscrit à la version premium, puis là, j'ai réalisé que je fais entraîner un modèle pour reconnaître des modèles d'affaires dans des études de cas. Donc là, je vais commencer à l'entraîner en me disant, je suis curieux de voir si ça peut se rendre. Puis là, j'arrive à un résultat où je me dis, si j'avais à corriger ce travail-là, ce serait comme 92%. Fait qu'il faut carrément que je revoie ma façon d'enseigner, puis ça va être ça, là, un des gros disrupteurs dans l'éducation. Puis je sais pas encore comment la majorité des gens vont l'affronter. Là. Je commence à avoir des idées pour moi, pour mon cours, mais de façon globale, ça change complètement comment on va enseigner. Là. Je sais pas, parce que moi, je suis une personne qui apprend vraiment pas en lisant. Tu sais, je suis même pas capable d'utiliser ChatGPT. Justement, tu dis quoi faire, puis il le fait pour toi.
Moi, ça a changé comme, tu sais, justement. Oui, mais tu sais, comme là, ce que tu as dit, il faut que tu entraînes le robot à te démontrer ça. Il faudrait qu'un étudiant, si je comprends bien, là, peut-être, il faudrait que l'étudiant entraîne... Pas nécessairement. OK, c'est ça, là. En sortant de la boîte, là, bon, c'est une drôle d'analogie, là, mais ChatGPT, tu peux lui envoyer le PDF et dire « Sors-moi les modèles d'affaires là-dedans ». Ça va être erroné, là, dans le sens que... Mais il va avoir... si j'avais à corriger, ça serait, mettons, je sais pas, il y aurait 60 %. Mais c'est quand même déjà... Ah non, c'est capoté. C'est fou, là. Ouais. Et ça veut dire que le bare minimum là, que tu peux avoir, si tu n'as fait aucun effort, tu as juste mis un PDF en ligne, tu as dit « Trouve-moi les modèles d'affaires là-dedans », va te donner une note de 60 %, il faut revoir complètement le système d'éducation. Là. Vraiment, je suis tellement d'accord avec ça. Tu sais, moi, ChatGPT est arrivé, là, j'étais à l'université, fait que c'est pas si pire parce que j'ai des années d'apprentissage derrière moi à faire les démarches, à comprendre les choses. Je m'inquiète plus pour les jeunes qui vivent ça en ce moment, mais mettons, moi, c'est rendu plus un outil qui m'accompagne à perfectionner mes travaux parfois. Là. Avant, on dirait, je le reniais, je voulais pas l'utiliser à l'école, j'avais vraiment peur, mais là, maintenant, j'ai moins peur. Désolée de dire ça, j'espère que j'ai aucun prof qui écoute. Puis, mais en fait, c'est jamais que je vais lui demander de faire un travail, mais des fois, mettons que j'ai un exercice à faire, je vais lui demander comme... Hey, voici les instructions, voici le matériel que j'ai. As-tu des suggestions? Quelle piste de solution proposes-tu? Puis, tu sais, veux pas, c'est très efficace, puis ça te fait sauver du temps. Fait après ça, c'est pas que je vais faire mon travail au complet par ChatGPT, mais c'est un outil qui, tu sais, oui, vous êtes capable de déceler un peu peut-être une structure qui revient, mais tu peux pas prouver que ton élève il a nécessairement utilisé ChatGPT parce que c'est des mots... Ben, il y en a qui vont copier-coller puis qui vont garder l'espèce de demande de prompt ou le voici votre réponse. Là. Fait que il y en a qui c'est assez évident parce qu'ici, c'est de la négligence là, rendu là. Mais écoute, ça peut te rassurer. Je fais mon 3e cycle en ce moment puis j'utilise ChatGPT constamment. Là, juste pour des textes scientifiques de 40 pages. J'ai pas besoin de le lire au complet. Puis il peut m'aider à comprendre certains passages. Alors, je l'utilise comme outil d'assistance, pas comme... Exactement. Après ça... Pourquoi tu vas à l'école rendu là? Si t'es pas faire tes travaux par une machine, c'est quoi le but d'apprendre rendu là? Puis, mais il va falloir se questionner quand même. Ouais. Mais comme individu, je me questionne quand même de la pertinence de continuer si t'es juste pour faire ça. Là. Je suis très d'accord avec toi. Puis justement, moi, je le vois comme une assistance. Je l'utilise pas dans tout, mais parfois, je choisis de l'utiliser. Puis c'est juste que des fois, ça te donne des insights auxquels tu n'aurais peut-être pas pensé. Ça te permet d'accélérer, de travailler plus efficacement. À l'université, ce qu'ils nous disent pour l'instant, c'est qu'ils sont pas insistants sur... Hey là, genre, restez à l'affût parce que je vais vraiment... Tu sais, faites attention, vous allez être pénalisé si vous l'utilisez. Ils disent rien. Donc, de ce que j'en comprends, c'est qu'ils savent qu'ils peuvent pas vraiment l'éviter, là, que les étudiants risquent de... Il n'y a aucune façon de le contrôler. Mais, comme tu dis, à quoi bon aller à l'école si là, tu vas tout faire par ChatGPT? Tu sais, c'est stupide, là. Mais de l'utiliser... Exemple, là, je vous donne un exemple. J'ai fait un rapport, là, de 4000 mots dans un projet, whatever, puis tout. Puis là, il faut que je crée, mettons, une affiche pour ça. Ben, je peux lui dire, j'ai copié tout mon rapport à ChatGPT, puis je lui dis, voici les consignes pour mon affiche. Ouais. Qu'est-ce que je devrais mettre sur mon affiche? Puis là, il me sort les points de ce qui devrait être mis. Fait que, tu sais, c'est fou. C'est fou, ouais. Mais c'est hot. Mais en même temps, là, t'es dans ton créneau, toi, de modèle d'affaires. Parce que là, tu questionnes le système d'éducation, c'est un modèle d'affaires. Non, mais sur une autre heure, on peut... Non, c'est ça. Non, mais tu sais, dans le sens où... Est-ce que d'être dans les modèles d'affaires, ça te fait questionner tout ce que tu vois ou penser au behind the scene de partout, là? Ben... Mon cerveau est rendu structuré comme un business model canvas. Puis la raison pour laquelle je me suis intéressé au modèle d'affaires à la base, ben, il y a toutes sortes de raisons, mais un des principaux, c'est que j'aime naviguer dans la complexité, puis pour démonter de la complexité, ça prend des modèles mentaux. Là. Puis les modèles mentaux, ben, c'est juste une façon... Imagine, tu as un meuble dans ta tête, puis quand tu reçois une information, il faut que tu puisses le mettre dans un tiroir. Sinon, c'est comme si tu garochais des feuilles dans une salle, puis après ça, j'ai parlé de ça l'autre jour, mais je m'en rappelle plus. Donc, pour moi, c'est de trouver ces modèles-là qui allaient m'aider à avancer plus rapidement parce que je peux pas m'asseoir avec une équipe d'exécutifs de 7 personnes pendant 3 heures. Ce meeting-là, juste d'avoir ouvert les lumières cette journée-là, a coûté 10 000 $. Donc, il faut que je sorte de là avec le plus d'informations possible pour être en mesure de faire des recommandations qui vont être éclairées, qui ont du sens. Donc,
c'était quoi la façon simple de faire ça? C'était de structurer ma pensée autour de certains modèles. Donc, il y a le Business Model Canvas, il y en a d'autres aussi, mais d'avoir ces analogies-là puis ces modèles-là à portée de main pour être en mesure de le faire. Alors, oui, aujourd'hui, moi quelqu'un me parle de son entreprise, là, le Canva que tu as vu qu'elle t'a montré tantôt, mon cerveau il est comme ça. Je vais aller, OK, tes clients, c'est ça. Qu'est-ce que tes clients ont besoin aujourd'hui? Qu'est-ce que tu leur offres? Comment tu leur offres? T'es-tu sur tel canal? Ah, tu devrais penser à ça. Puis, tu fais-tu de l'acquisition de telle façon? Donc, cette roue-là, elle part automatiquement. Alors oui, j'ai tendance à questionner beaucoup, puis je pense que ça m'aide à comprendre plus rapidement toutes les entreprises que je croise. C'est sûr et certain. Non, c'est vraiment une compétence précieuse parce que souvent c'est tout croche un peu, puis surtout en tellement tough. Ben oui. Puis comment on s'assure qu'on parle la même chose? Pour vrai, là. Mais surtout si tu nommes qu'il y en a comme 5-6 par entreprise habituellement, là, tu sais, c'est comme... Est-ce qu'après ça, quand il y en a 5-6, toi, tu essaies de les ramener dans genre 1, 2, ou tu laisses ça 5-6? En fait, c'est le contraire. C'est que, comme je vous disais tantôt, une entreprise va me dire c'est impossible qu'en 3 heures, tu comprennes mon modèle d'affaires, il est même trop complexe. OK? C'est juste parce que t'en as... C'est comme si tu regardais 6 œuvres d'art, une par-dessus l'autre, tu dis, il me semble que je vois rien. C'est normal, il faut que tu les divises, puis après ça, tu vas les voir, puis là, ça devient comme un portrait de, OK, bien, dans le fond, il y a 6 tableaux. Là, ça a du sens, je vois, entre guillemets, les 6 œuvres d'art. Là, je pousse un peu loin mon concept, mais vous comprenez l'image derrière. Alors, le but, c'est de les diviser, justement, parce que souvent, même dans les organisations, je réalise que les exécutifs, quand ils parlent entre eux, ils parlent pas de la même affaire, puis ils n'ont pas les mêmes objectifs, ce qui fait que les organisations, on dirait qu'ils s'en vont dans toutes sortes de directions, juste parce que les gens du marketing, quand ils parlent de quelque chose, ne parlent pas de la même chose que la personne aux opérations. Mais juste de pouvoir consolider puis dire, toi, quand tu parles de ça, c'est tel modèle dont tu fais mention. Toi, by the way, c'est celui-là. Est-ce que vous voulez garder les deux? Est-ce que ça se tient encore? Est-ce que le portfolio complet est encore pertinent pour vous autres? Est-ce que vous avez mis le pied dans quelque chose sans vous en rendre compte? Avec mon entreprise avant, ce qu'on faisait, c'était de l'accompagnement beaucoup pour du commerce électronique. Donc, des gens qui étaient habitués de vendre... mettons que tu vends des spatules. Puis, je sais pas pourquoi des spatules. J'ai eu Trudeau comme client, c'est pour ça. Parfait. Mais mettons que tu vends des spatules en magasin. Ça insinue que toi, comme vendeur de spatules, tu es habitué d'envoyer 10 000 spatules chez Walmart, puis eux, ils t'envoient un chèque pour les 10 000 spatules, puis après ça, ils placent ça dans les magasins, puis toi, tu t'occupes plus du reste, right? Entre guillemets, pas ta job est finie, mais t'as pas ton entreprise est structurée de cette façon-là. Du jour au lendemain, tu te dis, moi, je veux commencer à vendre en ligne, parce que tout le monde le fait, puis moi aussi, je veux le faire. C'est un des pièges, comme ton ADN n'est pas un ADN de B2C, n'est pas un ADN de consommateur, c'est un ADN de business to business. Même si tu as un brand, il est écrit peu importe, je veux pas parler Trudeau, écrit spatule Inc. sur ta spatule, ben ça reste qu'eux autres, leurs clients, c'était Walmart, c'était pas vous autres. Ce qui fait en sorte que, après ça, on s'assoit avec eux et disait, t'es-tu prêt demain matin, là, on ouvre la machine, on va en ligne, t'es-tu prêt à... Janine de Terrebonne, t'achètes une spatule à 9,99. Toi, il faut que tu le mettes dans une boîte. Tu t'arranges avec Post Canada pour que ça se rende chez eux, puis dans un délai raisonnable. Sinon, la prochaine fois, elle va aller sur Amazon directement. Là, tu réalises que toute l'organisation n'est pas structurée pour ça. On n'a pas l'espace, on n'a pas les ententes, on n'a pas... Alors, juste de sensibiliser sur le commerce électronique, c'est un modèle d'affaires, puis c'est un gros modèle d'affaires. Ça amène une perspective complètement différente. C'est pas les mêmes gens que tu vas embaucher, tu ne peux pas faire ton marketing de la même façon. Donc, tout ce qui vient avec, le faire réaliser à une équipe exécutive, il y a une grande valeur à ça. Puis souvent, ces modèles-là servent à ça. Puis le Business Model Canvas sert à ça. Puis je suis capable de prendre ton modèle-là de B2B, mettre le modèle d'affaires de B2C dessus, puis dire, êtes-vous capable de le faire? Regardez tout ce que ça change. Oh, OK, c'est beaucoup d'investissement finalement. C'est pas juste 20 000 pour un site Shopify. Là. C'est ça. À quelle fréquence est-ce qu'une entreprise devrait se rasseoir autour d'une table pour parler de leur modèle d'affaires? À chaque fois qu'ils font une planif. Puis ça, vous avez sûrement entendu ça, les planifications stratégiques. Puis parle-nous un petit peu. Une planification stratégique, c'est comme si ça a été resté figé dans le temps où on a appris des trucs à l'université, là, entrepreneuriat, mais tu vas voir le FFOM, puis le PESTEL, puis les 4P, puis les 5 forces de Porter, puis tout ça, c'est des outils. Chinois, là, mais c'est parfait. Mais c'est pas des outils des années 80 qu'on enseigne encore aujourd'hui. Alors, on sort de l'école avec notre coffre à outils, puis on réalise que notre coffre à outils est zéro adapté à la réalité d'aujourd'hui. C'est des beaux modèles, c'est le fun. Mais aujourd'hui, avec un FFOM, tu n'as absolument rien à faire avec ça. Force, faiblesse, opportunité, menace, c'est une espèce de cadran, puis tu donnes ça à tes... Ah, OK, ben c'est le fun, on l'a maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec? Donc, c'est comme si tu revenais à la case départ, puis il n'y a pas grand-chose à tirer de ça. Ce qui fait en sorte que à chaque fois qu'il y a une planif stratégique, pour moi, aujourd'hui,
fais-les avec ton business model canvas. Je le vois à travers ce prisme-là, mais il n'y a plus d'autres outils. Ça serait fondamental que vous partiez de ça. Est-ce que notre modèle d'affaires est encore pertinent? Est-ce qu'on devrait le remplacer par un autre? Y a-t-il quelque chose de nouveau? Alors, ça devrait être ça, les réflexions, là. Oui, puis c'est-tu typiquement une projection à court, moyen, long terme, le modèle d'affaires? Une fois que tu as le business model canvas, je le vois comme le jour où tu pars ta planif, il faut que tu sois le plus honnête possible avec toi-même. Ma business est où aujourd'hui? Puis ça, je dis ça, là, ça a l'air simple, mais quand je m'assois avec des clients, des partenaires, là, on se raconte des histoires beaucoup dans la vie. Hein? Ah non, je suis bon là-dedans, je suis vraiment bon là-dedans aussi. Puis là, OK, mais vous n'avez pas besoin de moi comme consultant si vous êtes bon dans tout ça, dans le fond. Alors pourquoi je suis ici? Ah non, OK, finalement, on a peut-être des lacunes là, on a peut-être des lacunes là. Alors c'est comme prendre le premier business model canvas que tu fais, il faut que tu sois le plus. Puis souvent, c'est tough émotivement de dire, OK, c'est vrai qu'on n'est pas bon là-dedans, mais il faut que tu aies un portrait juste de où tu es aujourd'hui. Donc ça serait le point de départ critique, souvent qui est sauté ou qui est beau, là. Donc, si tu prenais une photo de toi aujourd'hui puis tu disais, ah, j'aimerais ça, je sais pas moi, finalement, que mes cheveux soient plus longs. Bien, tu vas-tu aller dans Photoshop changer tes cheveux? Ça changera pas ta réalité. Alors, ce qu'il faut que tu fasses à ce moment-là, c'est j'ai un modèle d'affaires aujourd'hui, il y a un modèle d'affaires espéré demain, puis la planif, ça devient une gap entre les deux. Comment je passe de A à B? C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça, en théorie. En pratique, après ça, il y a plein de ramifications, là, mais pour moi, c'est ça une planif aujourd'hui. Là. Puis quand quelqu'un vient me voir pour ça, c'est inévitable. Je sors le business model canvas. En fait, n'importe quel client qui signe aujourd'hui avec nous autres, donne-moi 2 heures de ton temps, je veux juste comprendre ta business. Puis le projet que tu viens nous voir, là, il fit où là-dedans? Ah non, c'est clair. Puis là, justement, tu l'as bien dit, il faut être objectif. Mais moi, je tente de comprendre, est-ce qu'il y a moyen d'être ambitieux à travers ton business model Canva, dans le sens que, mettons qu'on parle du podcast, puis on est comme, OK, on est objectif aujourd'hui, on a tant de personnes qui nous suivent, tant de codes d'écoute par épisode en moyenne, blablabla, mais on vise plus que ça. Est-ce qu'on peut l'inclure dans notre business model Canva? Ou... Puis c'est aussi niaiseux là, que des couleurs de post-it. Puis comment je fais mes activités, c'est que je prends des post-it jaunes, je dis ça, c'est la situation actuelle. OK, parfait. Puis après ça, on va couvrir les enjeux qu'on connaît aujourd'hui. OK, ça, c'est les post-it rouges. Puis après ça, parlez-moi de votre futur. Qu'est-ce que vous voulez après-demain, là? C'est quoi notre vision espérée? OK, bien ça va être des post-it bleus. Puis là, on a une espèce de canevas avec nos lacunes puis nos visions du futur. Puis on est capable de partir avec ça puis de tester des hypothèses après. Ça, je vais m'acheter des post-it en sortant de ça. J'en ai dans mon sac, si tu veux. On le fait! J'entraîne partout. Oh my God, non, mais ça, j'adore. Je trouve que c'est vraiment une belle façon de décliner en 3 genres de phases un peu ton business model Canva, là, parce que, tu sais, comme tu dis, les clients peuvent se mentir à eux-mêmes du genre, on est ça, mais finalement, vous n'êtes pas ça en ce moment, mais vous voulez peut-être devenir ça. Vous voulez devenir ça, absolument. C'est vrai qu'on va le mettre, parfait. mais c'est pas ça en ce moment. Mais c'est pas le wishful thinking qui va t'amener là. Alors, une fois qu'on a mis 2 couleurs de post-it différents, la question, comme je disais tantôt, c'est comment tu veux que ton post-it bleu là, devienne un post-it jaune dans 5 ans? Là? C'est très intéressant. Puis c'est quoi, typiquement, l'erreur au niveau des modèles d'affaires que tu vois chez les entrepreneurs? C'est tout ce que tu as nommé tantôt de comme pas être aligné sur le même, ou il y a autre chose? C'est sûr que moi, ce que j'entends quand j'offre ce type d'atelier-là, c'est hey, j'ai pas besoin de ça, Arnaud, je le connais, mon modèle d'affaires. Mais pourquoi ils viennent de bord? C'est sûr que là, j'ai pas parlé de Logian, mais Logian est une firme en transformation numérique. Donc, ils viennent nous voir pour toutes sortes de besoins technologiques. Ils viennent pas nous voir pour ça. Moi, c'est comme c'est une passion qui a grandi sur le côté, mais qui est tellement utile au mandat qu'on fait, parce que si on ne connaît pas le modèle d'affaires de nos clients, même tu viens nous voir pour tel outil, si tu veux vraiment tel outil que tu as besoin. Donc, juste de pouvoir challenger ça, pour moi, c'est critique. Là. Ben oui, 100%. Alors, ils viennent nous voir pour ça. J'en ai qui, hey, j'ai entendu ton podcast ou whatever, puis je veux juste faire des workshops ou hey, tu as été mon prof, ou j'ai bien de ça aussi. Alors oui, j'en fais quand même pas mal d'accompagnement de ce type-là, mais souvent, c'est des in and out dans leur planif. Viens animer une séance de modèle d'affaires avec nous autres, puis... Fait que l'erreur. Ah, c'était ça la question. De ne pas le faire. En ce moment, puis j'espère démocratiser les modèles d'affaires puis démocratiser le business model Canvas. Je suis tellement content qu'on l'enseigne à l'université depuis 5-6 ans déjà, mais toute la génération de nouveaux gradués sortent, puis ça fait partie de leur coffre à outils. Donc, d'ici 10 ans, ça va faire partie de toutes les planifs, mais d'essayer de convaincre la génération d'avant tu le connais pas, ton modèle d'affaires, en toute politesse. Tu connais ta business, parfait, je la connaîtrai jamais autant que toi, mais tu connais pas ton modèle d'affaires. Non, c'est tellement vrai. Tu sais comment tu fais de l'argent, mais est-ce que tu l'as déjà structuré? Puis est-ce que tu es capable de partir de ça pour innover ou optimiser quelque chose? La réponse, c'est souvent non. Puis c'est ce qui fait que c'est parfois décousu, puis alors que ça pourrait être
vraiment plus structuré. Mais moi, je trouve ça vraiment le fun, comme tu dis, que ce soit enseigné à l'école parce que, ben, c'est sûr, ça fait partie de ma réalité. Mais justement, tu l'as bien nommé tantôt, on dirait que il y a beaucoup de cours de choses qui sont pas mis à jour, là. D'ailleurs, je dis à Camille que moi, j'étais allée voir un prof pour lui dire que, tu sais, ça paraissait que c'était pas mis à jour depuis 2016, son affaire, tu sais. Puis comme, en tout cas, bref, elle m'a dit que c'était vrai. Mais ça, faites-le, hein. Dites-le. Ben, t'es full contente, t'étais full réceptive, puis finalement, j'ai offert de refaire ses PowerPoint. Puis... Ben non, mais là. Non, je te jure. Elle l'a fait pour ça, c'est Chloé. Ma prof de marketing, j'étais allée la voir, j'ai dit, écoute, tu sais, avec beaucoup de bienveillance, je veux te donner mon feedback. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont pas mises à jour, tu sais, genre le logo Instagram, il était encore brun dans son PowerPoint. Puis, les statistiques dataient de 2016, alors qu'en marketing, tout évolue constamment. Il y a des données partout. C'est comme le point dans une entreprise où tout est beau, esthétique, whatever. Fait que je suis allée lui dire, puis j'ai dit, c'est sûr que à mes yeux, tu sais, moi, ça fait longtemps que, ben, ça fait 5 ans que je travaille en marketing dans différentes entreprises. Le cours parle de la crédibilité parce que je sais qu'on est avancé plus que ça dans le domaine du marketing, puis elle était full réceptive, elle m'a dit, parfait, j'ai dit, moi, tu sais, ça me ferait plaisir de refaire tes PowerPoint, puis j'ai eu le mandat. C'est tellement Chloé, c'est parfait, très drôle, mais c'est très Chloé. Tu fais bien de le dire, puis je les plains, les profs en marketing, parce qu'eux, ils se font pointer du doigt beaucoup, parce que c'est vrai que ça bouge constamment. Il faudrait qu'ils soient constamment en train de refaire leur cours, mais la réalité de prof, c'est que tu veux pas refaire ton cours à chaque année, parce que c'est tough à refaire. C'est ça qu'elle m'a dit. C'est prenant. Ouais. Donc, ils essaient de vous montrer des bases, puis c'est ça qui est tough en marketing, c'est que les bases deviennent rapidement des stats ou surtout que les médias sociaux, ça bouge tellement vite. Je les plains un peu pour ça. Ah non, c'est clair. Puis t'as tellement raison. J'ai choisi d'aller vers ma prof de marketing parce que je me disais c'est un domaine que je connais, puis whatever. Mais je l'aurais fait pour mon prof de management aussi. Puis tu sais, c'était pas le seul cours là où je me disais qu'il y avait besoin d'un peu d'aide. C'est toujours ça. Quand j'écoute un cours, puis je regarde le support visuel, je me dis mais mon Dieu, comme pourquoi c'est pas plus à jour? Mais tu sais, je comprends que c'est pas facile, mais au-delà de la matière, il y a vraiment de la manière que le support visuel il est construit. Des fois, je trouve qu'il y a une lacune, puis je me dis, pour nous les élèves, c'est notre outil d'étude, ça fait que c'est comme poche un peu quand il est pas adapté. En marketing, il y a un prof qui m'avait dit 50% le contenu, 50% le contenant quand tu pitches. Puis je suis d'accord avec toi là-dessus. Puis moi, je mets beaucoup de temps à ce que ça soit léché, mais justement, oui, je suis près avec des gabarits de l'école, mais c'est pas une raison pour que ça soit comme Time New Roman, 12 points, puis là, tu clenches, c'est un PowerPoint qui est pas lisible. Là, j'ai aucun plaisir à faire ça. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est l'utilisation de graphiques tout croche. Puis après ça, je regarde dans mon manuel, puis je me dis, mais t'aurais juste pu faire une capture d'écran, puis ça se serait tenu debout. Puis finalement, dans le PowerPoint, c'est comme, je vois à moitié l'écriture, parce que là, elle est blanche sur un fond blanc, puis je suis comme, OK. Ouais. L'image du doigt de robot avec des apps qui revolent un peu partout. Ah ouais, c'est ça, mais je parle tout le monde d'un visuel là-dessus. Moi, je l'ai donné le commentaire à ma professeure, puis elle était super réceptive, donc il n'y a pas d'enjeu là. J'ai un petit mandat pour le temps des fêtes. Fait que ça va être le fun. Juste à refaire les PowerPoint de marketing. 5 heures. C'est très drôle. Ça va être long. Mais bref, ben écoute, merci beaucoup de tout. Oui, on a déjà... voyons donc. OK. Le temps passe vite, temps passe vite en bonne compagnie. Mais pour vrai, c'était vraiment intéressant. Moi, j'ai adoré. Ouais, moi aussi. J'ai vraiment aimé ça. Puis je pense que ça a donné des outils intéressants aux auditeurs pour comme... ça a sûrement suscité l'intérêt de développer son modèle d'affaires. On va vous mettre en lien, en description, là, différents... Arnaud va nous aider à envoyer les bons liens. Oui. Puis, c'est ça, c'est un exercice super cool à faire. Moi, j'ai adoré en découvrir quelques-uns. Puis, merci beaucoup de... Merci pour l'invitation, c'était vraiment une belle discussion. Oui, puis on te souhaite une belle journée. Merci, vous aussi. Cette saison de Startup est propulsée par Sismic Culture d'Impact.